Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la 14e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération du Commerce. Démarrage des travaux d'une journée de concertation sur la promotion du contenu local et l'emploi en Mauritanie. Fin des travaux de l'atelier sur le projet formation des formateurs dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans notre pays. Il est 22 h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Pour un commerçant citoyen, gage de la stabilité des prix et la satisfaction du client, tel est le thème choisi par la Fédération du commerce pour organiser la 14e Assemblée Générale Ordinaire. Une assemblée qui s'est tenue en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, madame Nahant Hamdioul Maknes, aujourd'hui à Nouakchott. Le point avec Abdullah Damabar. Pour un commerçant citoyen, gage de la stabilité des prix et de la satisfaction du consommateur, tel est le thème du 14e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération du Commerce. Cette fédération réunit 10 regroupements de commerçants. Au cours de ce congrès, un rapport d'activité va être présenté en plus de l'élection des présidents et membres du bureau exécutif de cette structure et de l'instance dirigeante de cette organisation. Le Conseil des sages sera aussi élu et les délégués devront représenter la fédération au congrès de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahant Hamdioul Maknes, a affirmé que le gouvernement compte soutenir les secteurs productifs afin qu'ils obtiennent la qualité qui puisse leur permettre de rivaliser avec les produits en provenance de l'étranger. Elle a ensuite précisé que le secteur du commerce s'est concerté avec cette fédération et d'autres structures dans ce cadre, ce qui, dit-elle, a permis la signature d'ententes permettant de contrôler les prix. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, Zeynabdine Ould Ahmed, a appelé les citoyens à se faire vacciner contre la Covid-19. Il demande dans ce cadre le soutien des commerçants à exiger la vaccination pour ceux qui sont employés dans leur commerce et ceux qui franchissent le portail de leur commerce. Le président de la Fédération du commerce, Mohamed Yahya Oulba, a quant à lui indiqué que malgré les effets négatifs liés à la pandémie du Covid-19 qui a engendré des perturbations dans le trafic aérien, les acteurs de ce secteur ont réussi à continuer à approvisionner les différentes régions du pays en denrées alimentaires de base. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a présidé aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott-Ouest une réunion sur le projet de formation de formateurs dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en Mauritanie. Aminata Khan nous en dit plus. Clôture du projet formation des formateurs dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Mauritanie. Ce projet s'inscrivait dans le cadre d'un accord international entre notre pays, représenté par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et le bureau de l'UNESCO, ainsi que le Royaume d'Espagne. Supervisant les travaux de la rencontre, le ministre de la Culture, Mohamed Lamine Ould Dahi, a souligné que la préservation du patrimoine culturel est une condition préalable à la consolidation de l'unité nationale et un important vecteur du développement ainsi qu'un moyen pour favoriser davantage de prospérité et de bien-être. Ajoutons que le département accorde une attention particulière à cette orientation, soulignant ainsi son engagement à participer activement aux efforts du système international de trafic illicite des biens culturels, car il est convaincu de la nécessité de conjuguer les efforts nationaux, régionaux et internationaux. Le ministre a par ailleurs passé en revue les réalisations de ce secteur au cours de l'année écoulée qui ont touché toutes les composantes du patrimoine culturel du pays, en plus de la ratification de nombreux accords internationaux. La représentante du bureau de l'UNESCO au Maghreb s'est exprimée et elle a déclaré en substance: L'UNESCO estime que le commerce illicite de biens culturels représente près de 10 milliards de dollars chaque année.
Ce trafic alimenté par le pillage, parfois très organisé de zones archéologiques, constitue une source de financement majeur d'organisations criminelles et terroristes et dépossède les peuples de leur histoire et de leur identité et fragilise la cohésion sociale des peuples touchés. C'est ainsi que l'UNESCO, et depuis sa création, a élaboré l'arsenal juridique de référence pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel, comprenant la Convention de 1970 pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Lui succédant, cette représentatrice du royaume d'Espagne s'est longuement apaisantie sur la question de la préservation de la culture et du patrimoine, en particulier dans le commerce illicite des biens culturels. L'Espagne et la Mauritanie sont des pays voisins unis par de forts liens historiques et d'amitié, grâce auxquels nous avons développé dans les dernières années des excellentes relations bilatérales dans tous les domaines, mais aussi avec les partenariats avec des organismes internationaux comme l'UNESCO. Pour l'Espagne, la Mauritanie est un pays prioritaire du point de vue géostratégique avec lequel on travaille dans plusieurs secteurs en lien avec l'ONU et avec divers instruments de coopération. Les sites historiques de Mauritanie sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste des biens culturels et naturels, et l'UNESCO est un acteur majeur dans la lutte contre le trafic illicite des objets culturels depuis de nombreuses années. Le vol, le pillage, le trafic illicite des biens culturels sont des crimes. Il est à noter qu'au cours de la rencontre, plusieurs exposés ont été présentés à l'assistance. Autre activité du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, qui a participé aujourd'hui par visioconférence à une rencontre sur le plan stratégique de Nairobi pour le droit d'auteur et des droits voisins. Amina Sakan toujours. La Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a abrité une rencontre d'échange sur la stratégie de Nairobi concernant le droit à la propriété intellectuelle. Et c'est le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Lamine Ould Dahi, qui a participé à cette rencontre virtuelle. Le ministre s'est en outre exprimé, il a déclaré en substance. Nos États africains manifestent clairement le devoir et les désirs d'une coopération étroite et d'une intégration sans faille dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Pour cela, le plan stratégique de Nairobi pour le développement du droit d'auteur et du droit voisin doit voir le jour afin de prendre en compte de toutes les questions relatives à la propriété littéraire et artistique dans l'environnement numérique. Les objectifs visés par la stratégie de Nairobi doivent être valorisés pour contribuer à la promotion de la propriété littéraire et artistique, créer des organismes nationaux et de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, diffuser, coordonner et centraliser les informations relatives à la propriété littéraire et artistique. À la Mauritanie, nous avons élaboré et adopté une loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques et nous avons ratifié toutes les conventions internationales et régionales en la matière, notamment la Convention de l'Organisation mondiale du commerce en lien avec la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la convention de Bangui aussi relative à ça. La réunion a été également suivie par le secrétaire général du ministère ainsi que du directeur de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en partenariat avec la Fédération des industries, des mines et de l'énergie et le think tank Idées et Avenir, une journée de concertation sur le thème promotion du contenu local et l'emploi en Mauritanie. Bokar Belaba. Au-delà du cliché voulant que ce soit une forme de protectionnisme qui consiste à privilégier les ressources et entreprises locales, la promotion du contenu local est avant tout une action qui vise à lutter contre les obstacles qui freinent le développement d'un secteur privé national fort et créateur de richesses partagées. Le contenu local, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, les panélistes vont le dire tout à l'heure, mais c'est, en deux mots, c'est la capacité pour les entreprises locales
pour le secteur privé local, pour les initiatives locales, et la capacité aussi pour la main-d'œuvre locale de jouir des bienfaits que la nature lui a donnés, de ses ressources naturelles. Je vous donne un exemple. Les sociétés qui sont dans les mines, les sociétés qui sont dans le pétrole, le gaz, etc., donc, qui investissent ce secteur, ont besoin véritablement de s'appuyer sur le secteur privé local, en particulier dans le domaine des services et la main-d'œuvre locale, pour que véritablement qu'il y ait cette intégration économique. Ça ne sert absolument à rien, par exemple, d'exploiter des ressources naturelles ici et qui partent de façon brute à l'extérieur, sans que, au niveau local, qu'il n'y ait donc des retombées. Et comment promouvoir le contenu local dans notre pays? Comment, par exemple, le secteur des mines, au-delà donc, de l'exploitation, que ce soit de l'or ou des autres, ou des autres ressources, comment pourront-on les transformer localement? Comment pourront-on, par exemple, pourrait-on créer un tissu économique autour de la filière viande, par exemple? Pourquoi ne pas mettre en place ici des unités industrielles de transformation, des petites moyennes entreprises qui, donc, à partir de notre cheptel ici, donc, peuvent constituer toute une économie autour de la viande rouge. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion de présenter la vision des opérateurs économiques et leur intérêt continu à valoriser le contenu local dans le domaine industriel. Il a souligné que le secteur privé suit le rythme des efforts du gouvernement dans le domaine de la valorisation du contenu. Il a précisé que l'INPM s'emploie à améliorer la performance de la main-d'œuvre nationale pour élargir son champ de participation dans le développement du tissu industriel de notre pays. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la promotion du contenu local à travers une politique qui doit s'appuyer sur des volets liés à la création d'opportunités économiques, les emplois, les fournisseurs et le renforcement des capacités. À cela s'ajoute un cadre légal et fiscal stable pour permettre aux entreprises nationales d'être très compétitives. Hier, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres lors d'une rencontre avec la presse. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed. Malika Naqli. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par des membres du gouvernement. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi et plusieurs projets de décret, dont 2 portant approbation et déclaration d'utilité publique des plans de lotissement du secteur 20 et 22 à Toujounine. Commentant les 2 projets de décret relatifs aux 2 plans de lotissement dans la Mokrata de Toujounine, le ministre de l'Habitat a fait remarquer que le premier plan comporte 3282 parcelles destinées au logement des habitants et des espaces destinés aux infrastructures publiques. Il s'agit d'une opération de viabilisation des quartiers précaires, ajoute-t-il. Au sujet du second plan de lotissement du secteur 22 à Toujounine, le ministre a précisé qu'il se compose d'environ 13 429 lots destinés au logement de familles vulnérables. Les travaux de viabilisation sont en cours dans ce secteur qui va contribuer à la concrétisation des engagements du président de la République dans le cadre du programme Logement social en faveur des couches démunies à Nouakchott. Au sujet de la finalisation de l'opération de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott, le ministre a annoncé qu'elle sera reprise dans les prochains jours sur des bases saines et dans la transparence totale. Au sujet de l'affaire de l'ambassade de Mauritanie en Angola, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que le siège de l'ambassade était loué suivant un contrat depuis 2016 pour un montant d'1,5 million de la monnaie locale angolaise. Il a ajouté que les clauses du contrat prévoient que le paiement s'effectue en monnaie locale et que le locataire a déjà reçu le montant prévu en avance pour cette année. Après la non-satisfaction de ces doléances, le locataire est venu exiger l'évacuation du local, bien que la loi l'oblige à donner un préavis avant la résiliation du contrat. Face à cette situation, les autorités angolaises ont intervenu et ont remis les choses dans l'ordre, conclut le ministre. En ce qui concerne les événements d'Urquiz, le porte-parole du gouvernement a souligné que si le citoyen a droit d'exprimer son opinion,
Il y a cependant des règles à ne pas transgresser en ce qui concerne l'atteinte aux biens publics ou aux symboles de l'État. De ce fait, les personnes inculpées par la justice l'ont été pour violation ou atteinte aux biens publics ou privés et menace aux forces de sécurité requises. De ce fait, il ne peut y avoir transgression ou intervention dans le cours de la justice. En ce qui concerne le dialogue politique et les résultats attendus, le porte-parole du gouvernement a répondu que le dialogue politique entre les partis et les forces politiques, ses thématiques, ses délais, les mécanismes inhérents à celui-ci et même ses recommandations ne concernent que les partis et les forces politiques. Le président de la République s'est engagé, ajoute-t-il, à soutenir tout ce qui a trait au dialogue politique. La commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale a consacré sa séance tenue aujourd'hui sous la présidence du député Mohamed Ould-Zeizim, son président, à la discussion de la loi portant modification et abrogation de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2005-015 de décembre 2005 relative à la protection pénale de l'enfant. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdullah Al-Bouya, sur les dispositions fondamentales du projet de loi et le contenu des amendements proposés. Le ministère de l'Agriculture a organisé aujourd'hui un workshop en partenariat avec la FAO et l'initiative Perspectives agricoles rurales, un atelier de consultation sur les défis et opportunités pour l'emploi et la résilience des jeunes ruraux en Mauritanie. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la résilience dans la région du Sahel par la création d'emplois pour les jeunes. Mohamed El-Khattab. C'est dans le souci de développer l'économie rurale et renforcer la résilience dans la région du Sahel par la création d'emplois pour les jeunes que se tient cet atelier de 2 jours organisé par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec la FAO et l'initiative Perspectives agricoles rurales IPAR. Un atelier donc de consultation sur les défis et les opportunités pour l'emploi et la résilience des jeunes ruraux en Mauritanie. L'occasion donc pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Momo Ould-Bouibati, d'indiquer que la rencontre entre dans le cadre de la stratégie du ministère visant à perfectionner le secteur agricole en intégrant les technologies modernes pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Il a affirmé qu'en conformité aux engagements du président de la République, le ministère exécute actuellement de grands projets et programmes pour créer de nouvelles opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes dans les zones rurales. Pour sa part, le représentant de la FAO, M. Alexandre Youn, a précisé. L'idée, c'est d'essayer avec vous de soutenir la création d'opportunités innovantes en zone rurale qui permettent en effet de se réaliser, de s'épanouir, de créer des moyens d'existence durables, de contribuer au développement de l'économie rurale et de se réaliser aussi à titre personnel et au sein de la communauté. Donc je crois que c'est vers ce double objectif, dans un cadre, encore une fois, qui présente ses potentialités, mais aussi ses risques d'instabilité, que la contribution de la jeunesse est vraiment critique dans la société. De son côté, le directeur exécutif de l'Institut Perspectives agricoles rurales IPAR, M. Cheikh Omar Ba, a souligné. Je suis doublement satisfait de prendre part à cette rencontre parce que d'une part, IPAR constitue un partenaire important avec la FAO et c'est dans ce cadre que nous avons conduit cette étude à travers M. Youssouf Fall. À l'instar des autres pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, en partenariat avec FAO, IPAR a conduit 5 études pour essayer de comprendre c'est quoi la place des jeunes, quels sont les défis qui se posent aujourd'hui à la jeunesse sahélienne, quel rôle ils doivent jouer et comment les accompagner pour justement éviter de tomber dans l'extrémisme violent, mais surtout pour que ça soit une opportunité pour nos pays de se développer. Le deuxième élément qui fait que je suis effectivement satisfait d'être là aujourd'hui, c'est parce que les acteurs de la Mauritanie, avec l'appui de l'Union européenne à travers Enabel, ont confié à notre institution, le think tank africain IPAR, le rôle de facilitateur du dialogue multi-acteurs dans le secteur agropastoral en Mauritanie, à travers le cadre qui s'appelle RIM Rural, qui est aujourd'hui un des cadres de référence
pour l'Afrique. Je ne dis pas seulement pour le Sahel, mais vraiment pour l'Afrique, parce que jusqu'au Cameroun, dans d'autres pays, aujourd'hui, cette plateforme, elle est vraiment une référence dans le sens que c'est un cadre, justement, les autorités politiques ont permis d'avoir un dialogue ouvert, transparent, et je crois qu'on ne peut pas se développer si on ne se parle pas franchement, si on n'essaie pas de comprendre les potentialités. Et moi, je rêve aujourd'hui de voir la Mauritanie devenir plus que Dubaï, parce que vous en avez les potentialités, vous en avez l'opportunité, et je crois qu'aujourd'hui, vous en avez la volonté politique. C'est pourquoi les jeunes ne doivent pas être en reste. Il est à noter que des exposés et des conférences ont été suivis par les participants, notamment sur l'enseignante problématique de l'emploi des jeunes, les stratégies et l'humanitaire, la paix et le développement, la couverture de la protection sociale pour les travailleurs de l'agriculture. Kifa, la capitale de l'Assaba, accueille l'édition hivernale du tir à la cible. 59 équipes vont s'affronter durant 4 jours pour remporter le trophée. C'est le comité provisoire de gestion du tir traditionnel à la cible qui organise cette manifestation. Bokar Baïlaban en dit plus. Un tireur à la cible doit réunir plusieurs qualités: adresse, concentration, précision, entre autres. Les participants de sport rivaliseront de techniques pour atteindre leur cible. Et à l'ouverture de la compétition, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed El-Soïdat, a indiqué que le tir à la cible est un sport très ancré dans la société, dont les pratiquants de cette discipline en sont fiers. Il a précisé que ce sport se pratique sous le sceau de l'authenticité, et le département du tutelle ne ménagera aucun effort pour soutenir cette discipline. À son tour, le wali de l'Assaba, Mohamed Ahmed Mouloud, a souhaité la bienvenue à toutes les équipes qui participent à cette compétition, espérant que cela se déroulera dans l'esprit de saine concurrence. Les pratiquants du tir à la cible affirment que ce sport traditionnel mérite une grande considération dans le but de le sauvegarder. La compétition durera 4 jours et les équipes en lice sortiront le meilleur d'elles-mêmes pour soulever le trophée. Je vous le disais en titre, les rideaux sont tombés sur l'atelier d'information, de sensibilisation et de réhabilitation sur les emplois verts organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a été lancé lundi à Nouakchott au profit des femmes et des jeunes dans la perspective de la transition vers la durabilité environnementale. Le point avec Abdul Adamaba. Durant ces 3 jours, les participants à cet atelier ont été imprégnés des opportunités d'emploi générées par l'économie verte. Il s'agit ainsi de permettre aux femmes et jeunes de tirer profit des opportunités et avantages offerts par ce secteur, en plus de la réduction des impacts environnementaux. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a, au cours de son allocution, mis en avant les retombées positives liées à cette session de formation dans le cadre de l'essor économique de l'économie verte. Il a par ailleurs indiqué l'importance de cet atelier dans le cadre du plan d'action national pour le développement de l'économie verte. Plus de 30 stands ont été érigés au cours de cette session de sensibilisation et de réhabilitation des emplois verts. Plusieurs acteurs ont exposé leurs produits dans l'optique de l'essor économique de l'économie verte et valoriser les produits qu'ils ont préparés. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un forum sur l'examen et l'amélioration de la stratégie du groupe spécial pour les droits de l'homme démocratique et ses plans d'action pour l'année 2022. Ce forum vise à promouvoir les droits humains en Mauritanie, à renforcer les capacités des organisations de la société civile et à revoir leurs plans de travail pour l'année 2022. Mohamed El-Khattab. Promouvoir les droits humains et renforcer les capacités des organisations de la société civile tout en travaillant sur la stratégie et le plan d'action 2022 du groupe thématique des droits humains et démocratie. Tel est l'objectif de cet atelier qui réunit un certain nombre de juristes et d'activistes de la société civile.
Prononçant un discours à l'ouverture de cet atelier, le directeur aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Limam, a d'abord salué les efforts de la Commission des droits de l'homme en matière de promotion des droits au niveau de la société civile, soulignant que cela s'est particulièrement illustré au cours des dernières années, qui ont été marquées par le renforcement du cadre juridique de ces associations couronnées par la ratification de la loi 004/2021. Il a ajouté que la Commission s'attelle actuellement à tout mettre en œuvre pour que la stratégie nationale pour la promotion des droits de l'homme et la protection de la société civile soit ratifiée. De son côté, le président du Forum des acteurs gouvernementaux, M. Mohamed Sidi, a précisé que la coopération avec l'équipe allemande a donné d'excellents résultats, notamment au niveau de l'ancrage de la culture des droits de l'homme. Le président du groupe spécial pour les droits humains démocratiques, M. Mamoudou Mokhtar Sarr, a quant à lui souligné. L'atelier a pu être réalisé grâce à l'appui de notre partenaire, l'AIGZ, projet de promotion des droits de l'homme et dialogue sur les droits de l'homme, que je remercie vivement. Votre présence ici me rassure et me réconforte, parce que Dieu merci, vous êtes mobilisés pour qu'ensemble, que notre groupe puisse effectivement faire sa stratégie pour l'année 2022. Pour sa part, Mme Eik Dom de la coopération allemande GIZ, elle a indiqué. L'approche est fondamentale de sensibiliser, d'informer les gens mauritaniens, la population mauritanienne sur le droit, et aussi d'essayer de renforcer les capacités de ces institutions et des organisations de la société civile qui sont très engagées. Il est à noter que les participants ont suivi des exposés sur les droits humains et l'état de droit. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 61 nouveaux cas de contamination, 41 guérisons et 2 décès. Ces résultats portent le cumul à 37 155 cas de contamination, dont 35 812 guérisons et 794 décès. Direction à présent le Houd Sharqi, où en marge d'une visite qu'il a effectuée au camp de réfugiés maliens d'Umbre, le wali du Houd Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulewa, a tenu une réunion de responsables et chefs de quartier du camp. La réunion était l'occasion pour le wali d'insister sur la nécessité de travailler à la sensibilisation contre les incendies en milieu rural dans la région. Le wali est revenu sur l'importance de la vaccination contre le coronavirus et a informé l'assistance que les doses de vaccins sont disponibles en quantité suffisante. Autre activité du wali du Houd Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulewa, qui a supervisé l'inauguration d'un système de surveillance sécuritaire dans l'unité de la gendarmerie nationale du camp d'Umbre. Ce dispositif mis en place par le commandement de l'état-major de la gendarmerie nationale vise à renforcer les mesures de sécurité dans la région. Plus de détails avec Mohamed El-Khattat. Dans le cadre du renforcement des capacités et des équipements de ces unités dispatchées sur le territoire, l'état-major de la gendarmerie nationale a doté son unité en charge de la protection et de la sécurisation des camps des réfugiés de Mbre au Houd Sharqi d'appareils de surveillance à distance haut de gamme. Selon le commandant Ismail Ould Mohamed Salm Atiq, commandant du bataillon de la gendarmerie dans la wilaya du Houd Sharqi, le siège de l'unité du camp d'Umbre a été équipé d'un système de surveillance à distance couvrant jusqu'à 50 km sur un angle de 360 degrés, ce qui, dit-il, permet de renforcer les mesures de sécurité à l'intérieur du camp, dans le siège de l'unité, et même de découvrir très tôt toute menace éventuelle en économisant les efforts et les moyens. Des équipements, donc du matériel technique haut de gamme,
qui viennent renforcer et rehausser le niveau d'opérationnalité et d'efficacité des unités de la gendarmerie. Le bataillon, poursuit le commandant Smaïl, a pour mission de collecter les renseignements et les informations relatives à la sécurité du camp, de veiller à l'organisation et à la protection du camp grâce à une unité sur place équipée en tout par l'état-major de la gendarmerie nationale, qu'il s'agisse des équipements logistiques ou des hommes, et également défendre l'intégrité territoriale et assurer la protection de l'ordre public. La troisième mission est policière, autant administrativement que sur le plan judiciaire, dont est chargée l'unité de Baskenou de par sa spécialisation. Il est à noter que le camp de Mbre abrite plus de 67 000 réfugiés à la recherche de la paix et de la sécurité que la République islamique de Mauritanie leur procure humainement dans un esprit de fraternité et de compassion qui force l'estime et la reconnaissance de la communauté internationale. À Kaidi, capitale du Gorgol, le Wali a présidé un atelier pour l'élaboration d'un plan d'intervention en cas de catastrophe naturelle pouvant entraîner une famine au sein des populations. Le projet, financé par des organisations internationales, intervient dans 4 wilayas du pays, le Houd Sharqi, le Gorgol, le Brakna et le Gizimara. Abdul Adamaba. Le siège de la wilaya du Gorgol a abrité cet atelier au cours duquel a pris part les organisations non gouvernementales, les représentants des localités et villages bénéficiaires de ce projet dédié au renforcement de la sécurité alimentaire et acteurs. Il a été supervisé par le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, et les autorités sécuritaires de cette wilaya. Le Wali a affirmé que ce projet est exécuté dans le cadre de l'appui au gouvernement au niveau des wilayas du Houd Sharqi, du Gidimaha, du Brakna et du Gorgol. Il a à la fin rappelé l'objectif de ce projet. Le conseil régional sera à vos côtés et aux côtés de tout acteur qui veut réellement participer avec nous à la sécurité et au développement de cette région, le Gorgol. Et je voudrais également demander, parce que je vois un certain nombre de représentants de la société, des ONG, et particulièrement les ONG internationales et nationales, que nous voulons, notre souhait le plus ardent, c'est que les idées que vous véhiculez soient appropriées par les populations. La municipalité a quant à elle fait part de sa satisfaction pour le lancement de ce projet. Qu'il me soit permis aujourd'hui de remercier au nom de la population et au nom du conseil municipal et à mon nom personnel les initiateurs de ce lancement du projet qui, comme vous le savez, portera toujours bénéfique aux populations. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois de plus le Wali du Gorgol et son équipe ici présents, qui n'ont ménagé aucun effort. Peu que ça peut être, ont toujours collé une importance à tout ce qui va positivement à l'encontre de la population. Rappelons que ce programme est exécuté dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et a pu voir le jour grâce à l'appui d'Oxfam et de ACF. Le Wali de l'Adrar a visité le siège des villes anciennes au niveau de la ville historique de Ouadane. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs de l'édition de cette année du festival Ville du patrimoine, un festival qui vise à mettre en valeur le patrimoine culturel de la Mauritanie dans sa diversité. Le siège du Conseil régional du Trarza a abrité aujourd'hui les travaux de la session ordinaire du Conseil régional. La réunion a pour but de faire le bilan des activités du Conseil au cours de la période écoulée et d'en programmer d'autres pour l'année prochaine, en plus de la discussion du budget du Conseil pour 2022. Bouakar Boylaba.
L'ordre du jour de la séance comprenait la présentation du projet de budget du Conseil pour l'année 2022 et la présentation du résultat des réalisations accomplies au cours de l'année 2021. La réunion a également fait l'objet d'une présentation détaillée sur les activités du Conseil au cours de l'année en cours et les plus grandes interventions opérées dans de nombreux domaines. Cette réunion est une réunion ordinaire du Conseil, c'est la réunion ordinaire du mois d'octobre. Elle a essentiellement pour objet de préparer les budgets prévisionnels pour l'année 2022. Et bon, naturellement, avant chaque session, le président se doit de présenter un rapport d'activité pendant les deux sessions, ce que nous avons fait. Nous avons fait un compte rendu très fidèle de nos activités au Conseil. De l'activité, entre deux sessions. Il y a d'abord, j'ai rendu compte du début de l'étude de la scrap du Tarza. Nous avons reçu le bureau, il doit nous restituer ses travaux au cours du mois prochain. Il y a aussi ce que nous avons fait dans le cadre de l'étude du commencement des travaux du pont de Rosso, qui doit normalement, en principe, voir sa première pierre posée par son Excellence le Président de la République. Pour rappel, le Conseil régional du Trarza avait axé en grande partie son programme d'investissement sur le secteur de l'éducation l'année écoulée, en raison de son rôle prépondérant dans le développement du pays. Démarrage hier soir de la première phase du convoi de sensibilisation à la radio des jeunes dans les 5 pays du Sahel. La caravane organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne vise à créer un espace de dialogue pacifique qui contribue au processus de développement des pays. Le port de la baie du repos connaît une intense activité pendant le repos biologique. Il se transforme en un gigantesque atelier pour l'entretien et la réparation des navires. Les pirogues profitent de la période du repos biologique pour remettre leur embarcation dans les conditions optimales afin de préparer un bon retour en mer une fois l'ouverture annoncée. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la 14e Assemblée générale ordinaire de la Fédération du commerce. Démarrage des travaux d'une journée de concertation sur la promotion du contenu local et l'emploi en Mauritanie. Fin des travaux de l'atelier sur le projet Formation des formateurs dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans notre pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.